Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans la Nuit Écoute. Nous sommes ensemble comme tous les samedis, ou presque, jusqu'à 23h. Alors ce soir, nous aurons avec nous un collectif. Il s'agit pour la plupart des Gilets jaunes, et ce dans le cadre de la deuxième marche pour les oubliés. Cette marche a commencé le 19 mars dernier, au départ de Montpellier, et pour arriver symboliquement sur Paris le 1er mai. Alors, qui sont ces marcheurs ? Et quelles causes défendent-ils ? Quels ont été leurs problèmes rencontrés sur leur route, mais aussi les grands moments de partage et de solidarité ? Tout cela, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Il est 21h précise, vous écoutez La Nuit Écoute, en direct sur les réseaux, puis en podcast dès lundi. Mais avant que Sébastien n'enfourche son micro, je vous souhaite encore la bienvenue. Vous êtes ici chez vous et cette émission est la vôtre. 21h, 23h, La Nuit Écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les samedis soirs. Nous sommes ensemble et vous êtes, je l'espère, aussi fidèles que d'habitude. On reparlera dans la deuxième heure de cette émission, de celle que nous avons faite la semaine dernière au sujet du 1er mai. Nous avons eu le plaisir de découvrir Gaylord et nous reparlerons de Gaylord et nous reparlerons de Manu, évidemment. Gaylord, je vous rappelle, qui nous parlait du bloc de protection des Gilets jaunes. Et je salue Agnès qui a fait l'ouverture de cette émission. Bonsoir Agnès. Bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va bien. C'était une belle ouverture. Ah ouais. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était précis, c'était fin. Il y avait du sourire. J'ai beaucoup aimé. J'en demande. Ce soir, pour la première fois avec nos invités, vous aurez beaucoup d'invités, puisque j'en ai 5 en face de moi, et nous passons par le réseau de Zoom pour voir nos invités qui sont Stéphanie, Isabelle, Frédéric, Valérie et Bélaïde, qui se fait appeler Belmondo sur Zoom. Oui. Je me suis dit, tiens, je vais voir un cascadeur arriver à l'écran, pirouette en arrivant, non. Mais on va reparler avec lui de la marche, parce que depuis qu'ils sont arrivés le 1er mai, il n'arrête pas de marcher. Ouais, il s'arrête plus. Il peut plus s'arrêter. Il y a une addiction à la marche. Nous allons partager ensemble cette soirée. Vous réagissez en direct. Je vous rappelle qu'il y a un numéro de téléphone éphémère qui vous permet d'envoyer des SMS pour réagir. Si vous souhaitez poser des questions à nos invités, vous envoyez votre prénom et votre question au 06 44 635 539, 06 44 635 539. Votre prénom, votre question, ou simplement si vous souhaitez intervenir en direct, vous mettez votre numéro de téléphone et votre prénom et nous vous appellerons en direct. Voilà, tout est dit. Nous allons maintenant pouvoir retrouver nos invités qui sont avec nous ce soir. Et pour ouvrir la marche, c'est avec Isabelle que nous allons commencer. Alors elle dit oui, c'est la courte paille. Elle a été choisie un peu au hasard, mais pas du tout. C'est parce qu'on s'est eu au téléphone cette semaine. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, oui. La courte paille, il y a une histoire quand même. Ah, il y a une histoire. Il y a une histoire derrière la courte paille. On ne nous a pas tout dit. Ah oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais, d'accord. Voilà. La courte paille, c'est-à-dire que quand on a commencé la marche, on a tiré la courte paille et moi j'ai tiré tout ce qui était médias et police. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Chacun avait un rôle à jouer. Et donc c'est tombé. On se tutoie ce soir ou on se vous voit ? Qu'est-ce que Non, on se tutoie. On se tutoie. Ouais. Donc la presse et la police, Isabelle. Voilà, ok. c'est ça. Alors Isabelle, j'aimerais que tu puisses nous présenter nos autres marcheurs qui sont avec nous, même s'ils vont prendre la parole évidemment. Nous avons Stéphanie qui est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Alors Stéphanie, qui est Stéphanie ? Alors Stéphanie, c'est une marcheuse et qui est dans le syndicat Gilets jaunes. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, il existe vraiment un syndicat Gilets jaunes et elle en fait partie avec Alex. C'est un binôme. Et ils ont marché avec nous tout le long et ils ont commencé l'aventure en faisant des convergences avec nous avant qu'on marche. Voilà.
D'accord, c'est très intéressant parce que justement on voulait organiser aussi une émission autour du syndicat des Gilets jaunes et en particulier sur le domaine de la sécurité. On se pose beaucoup de questions et on aimerait en parler. Valérie avec un Y est avec nous. Bonsoir Valérie, c'est Isabelle qui présente Valérie pour voir si elle se souvient bien de vous tous. Valérie. Je me souviens de tout le monde. Isabelle. Donc, Valérie est un marcheur aussi. Et lui, sa cause, c'est la précarité dans l'emploi et les petits oubliés. Les petits oubliés, d'accord. Frédéric est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonjour, bonsoir. Isabelle parle de vous. C'est une ancienne militaire, 18 ans de carrière, et qui est à la retraite et qui est dans la marche pour défendre le peuple. D'accord. C'est elle qui avait le drapeau blanc quand on a été en GAV. Ok, Frédéric, je reviendrai sur Frédéric parce que j'ai vu votre vidéo, mais ça ce sera à la fin de notre parcours, hein, puisqu'on va refaire un peu votre parcours, mais on a vu vos périples à Paris et ça nous a beaucoup touché. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse une émission avec vous et sur vous. Et puis on a notre Bélaïde, notre Belmondo qui est avec nous. La révolution est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Belle, c'est Belle. C'est un philosophe à sa manière et très bien dans ses bottes. Et lui, ça fait la deuxième marche qu'il fait avec moi. Voilà. Et il n'arrête pas de marcher, effectivement. J'arrive pas à le débrancher en ce moment. Ah oui, c'est ce qu'il nous a dit avant l'émission. Il n'arrête pas de marcher depuis que vous êtes revenu. Il marche. Voilà. Ouais, voilà. C'est ça. Et effectivement, la révolution est en marche. Et on a avec Adama Traoré, qu'on a souvent. Oui, c'est ça. Ouais. Ça devrait arriver. Alors, ce qui serait intéressant, Isabelle, c'est de nous raconter un petit peu comment a commencé ce collectif de marcheurs. De quoi est-il parti, en fait? De quoi est-il parti? Alors, on avait fait au mois de septembre une marche avec Soso, qui n'est pas là ce soir parce qu'il pouvait pas. On a fait Marseille-Paris à pied. On s'est retrouvé à 2 marcheurs et un logistique, Joe. Et on a fait toute la marche parce que quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout, sinon c'est pas la peine de le faire. Alors quel est le but de cette marche? Alors le but de cette marche était de faire voir que le pays est en train de mourir déjà au mois de septembre et qu'il y avait de la dictature absolue et des lois liberticides qui empêchaient les gens de pouvoir vivre correctement et dignement. Et Soso faisait des photos sur le passage de tout ce qui était vendu ou des petits mots qui étaient marqués pour Monsieur Macron. Donc on avait fait une petite vidéo là-dessus. Et donc on a fini ce périple. Et quand on a fini le périple, avec Soso on s'est dit on va en refaire une, mais on va la faire bien comme il faut maintenant. Donc on a enlevé toutes les erreurs qu'on a fait sur la marche d'avant. Et on a essayé de faire des convergences avec beaucoup de personnes, dont les 22 marcheurs qui sont dans le bloc maintenant, parce qu'il y en a pas que 5, on est 22. Et ça a commencé par le syndicat Gilets jaunes, parce qu'il nous fallait une structure où il y avait des avocats, parce que les avocats qu'on avait, ils ont été un petit peu menacés, donc on les avait plus. Et j'ai trouvé que le syndicat Gilets jaunes, vu la structure qu'ils avaient et ça Stéphanie elle en parlera, et les fonctions qu'ils avaient dans leur structure, on a trouvé que c'était assez sympa de faire une convergence avec eux. Puis à fur et à mesure, Adama aussi, ça s'est embobiné après les militaires, après un peu tout le monde, et puis voilà, ça a donné ce qu'on a fait, quoi. Comment chacun s'est rallié à l'autre? Comment est né le projet pour que chacun puisse d'abord en prendre connaissance et surtout prendre la décision de marcher ensemble, de créer une communauté? Vous appelez ça le bloc parce que vous faites bloc? Oui. C'est la formule. Il y en a un qui s'arrête, tout le monde s'arrête. D'accord. Et justement, comment sont arrivés chacun de ces marcheurs? Parce que là, il y a un peu moins de 30 personnes, mais comment sont-elles arrivées à vous? Alors, au début, on a commencé à parler au téléphone avec plusieurs marcheurs. Il y en a que c'était pas. Nous, on est humanistes, donc on regarde que le côté humain. On oublie les égos et on oublie ce qu'on a envie de dire ou faire. On le fait pour le peuple. Donc déjà, c'était la base de départ pour être marcheur. Et après, à fur et à mesure, ça s'est greffé. Les gens se sont greffés. Ça a collé, il y en a que ça n'a pas collé.
ils sont pas restés. Et puis voilà, quoi. Ça a été une expérience humaine. À fur et à mesure, on a appris à se connaître. On n'a pas les mêmes idées obligatoirement, mais le seul point commun qu'on a et qu'on est sûr d'avoir, c'est le bloc, le peuple et la niaque de faire tout ce qu'on a à faire. Frédéric, vous étiez militaire, donc femme militaire. Déjà, c'est assez rare d'en avoir une en ligne. Donc, bienvenue, Frédéric. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené, dans le cadre de votre carrière de militaire, ensuite, à rejoindre un mouvement citoyen comme celui-ci? D'ailleurs, la semaine dernière, nous avions un Manu qui a été arrêté à plusieurs reprises en tant que gilet jaune. Il est de Maubeuge, c'est un ancien militaire, et on lui a posé la question parce qu'il a arrêté, évidemment, l'armée. 14 mois de prison avec sursis pour avoir été arrêté dans des manifestations gilet jaune sans avoir rien fait de particulier. Et avoir rien fait de particulier, vous savez de quoi on parle, parce que moi j'ai encore en mémoire votre vidéo à votre arrivée de Paris. J'étais comme un fou, j'avais presque envie de sauter dans la voiture et venir vous voir, mais j'avais envie d'avoir un super pouvoir en fait, et d'être capable d'arriver et de dire attendez, moi je veux que ça s'arrête parce que c'était abominable ce qui vous est arrivé. Vous avez eu donc un métier relativement difficile où l'humain est très important. Votre esprit militaire dans un groupe comme celui-ci, qu'est-ce que ça a apporté comme force au reste des membres? Alors, d'abord, je suis certes une ancienne militaire, j'ai été sous-officier de carrière. Et je me suis, quand le mouvement Gilets jaunes a débuté, eh bien, j'ai dit, ces gens-là, ils savent pas ce qu'ils ont en face d'eux. Et j'ai décidé d'aller les aider. Voilà. Voilà ce qui m'a amené dans tout ça. Alors, quand tu dis ils savent pas ce qu'ils ont en face d'eux, tu peux préciser Oui, alors ce qu'ils ont en face d'eux, c'est une énorme machine bureaucratique, sans âme, sans âme, on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai toujours privilégié l'humain aussi, parce que voilà, c'est comme ça, que j'ai toujours en tête que le métier de militaire, c'est pas forcément de faire la guerre, mais c'est d'abord de garder la paix, donc de protéger la paix avant toute chose, et que quand on peut pas faire autrement, on est obligé de se lancer dans le bain. Voilà. Donc mes services, ce que j'ai fait par conviction pendant un certain nombre d'années pour l'État français, je l'ai mis au service du peuple en m'engageant dans le mouvement Gilets jaunes. Voilà. D'accord. J'aimerais qu'on fasse un petit tour quand même avec nos intervenants. Valérie, j'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie, Valérie. Oui, donc je travaille dans l'informatique. D'accord. Donc pour être plus précis, je m'occupe de tous les incidents donc dans les entreprises. Donc la plupart du temps, en fait, je parlais de travailleurs précaires, tout simplement parce que j'ai pas de CDI dans une boîte fixe. En fait, je travaille dans des sociétés de services. Donc je suis vendu chez le client. Et ça fait à peu près 25 ans que je fais ce métier. Et au tout début, en fait, j'étais donc chez le client, ils ont des bureaux. Les utilisateurs passent nous voir quand ils ont des petits soucis, des questions diverses et variées. Et depuis plusieurs années, en fait, tout ce service a tendance un petit peu à disparaître. C'est-à-dire que maintenant, ça se déshumanise. C'est-à-dire que tout se fait par téléphone. Donc, il y a des centrales d'appel qui sont gérées dans d'autres pays. Donc, les utilisateurs ne viennent plus nous voir directement, mais ils passent un coup de téléphone à l'étranger. C'est pour ça que je parle vraiment de métiers précaires, parce que je dépends en fait des contrats qui sont passés avec ma société. D'accord. J'ai pas vraiment de boulot fixe, de dire je suis tout le temps dans la même entreprise. Ouais, c'est compliqué. C'est surtout que ça se déshumanise de plus en plus. D'accord. Et plus dans le service, on est vraiment dans la gestion des chiffres, des tickets, des résolutions. Il n'y a plus de contact en fait humain. Ouais, c'est ça. Et donc il y a eu cette marche du début jusqu'à la fin aussi, Valérie. Alors, non, moi j'ai rattrapé donc la marche dans l'Essonne puisque je travaillais, donc je pouvais pas poser la totalité parce que ça a commencé quand même le 19 mars. 19 mars, ouais. Donc, je suis vraiment venu la dernière semaine.
Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis arrivé dans un groupe qui m'a très, très bien accueilli. Et voilà, en fait, le point commun, comme disait Isabelle, c'est on est humain, en fait. Donc, ça s'est vraiment très, très bien passé. Et c'était une semaine vraiment merveilleuse. Alors, on a une question pour toi, Valérie, d'un auditeur qui se demande si c'est toi qui as été en garde à vue et qui a eu interdiction finalement de venir sur Paris suite à la garde à vue. Et parce qu'on sait qu'il y en a un d'entre vous qui travaille sur Paris. Oui, exactement. Alors, on n'est pas. En fait, je suis pas le seul. En fait, on a été séparés en deux groupes. Donc, ceux qui étaient dans le 5e arrondissement, on a tous des interdictions pendant 6 mois d'être sur Paris. Donc, alors, moi, je suis parti. Comment Et j'ai posé la question. Donc, on m'a donné le papier à la fin, bien évidemment. Au moment de sortir, on me dit tenez, signez le papier. Donc, je regarde le papier. Je fais il y a un petit problème, c'est que je travaille à Paris. Et la réponse était va falloir changer de boulot. Ah, d'accord. Et du coup, comment ça se passe pour toi alors? Pour être poli, je m'en fiche royalement parce que j'ai mon attestation, employeur, donc je travaille à Paris et je ne vais pas changer de boulot juste pour une manifestation, enfin dans ces conditions. Donc, ouais. C'est absolument pas normal parce que c'est juste un rappel à la loi. Ah, c'est ça. Sachant que c'est ma première garde à vue, c'est la première fois, enfin j'ai pas d'antécédent. Malgré toutes les manifs que j'ai pu faire, j'ai pas d'antécédent d'avoir été vu à des manifs, avoir insulté la police. Non, j'ai un casier vierge. D'accord. C'est ma première garde à vue, donc ils auraient pu juste dire voilà, on s'excuse, mais pas d'interdiction de Paris. Bah oui. Quand on a sa première garde. En plus de ça, c'est même pire que ça parce qu'il y a 6 ans de mise à l'épreuve. Combien? 6 ans. Qui correspond à quoi, en fait? Qui correspond à aucune infraction pendant 6 ans. Alors, je suis un peu embêté parce que je me demande si je grille un feu rouge, est-ce que c'est considéré comme une infraction? Ouais. Si je paye pas mon parc-mètre, est-ce que c'est considéré comme une infraction? Et dans le papier qui m'a été remis, c'est bien marqué que si je commets une infraction dans les 6 ans, je peux être poursuivi. Dans les 6 ans? 6 ans. D'accord. C'est énorme. Plus 6 mois d'interdiction de Paris. Juste pour avoir marché. D'accord. Pendant 6 ans. C'est de la folie. Et 6 mois, interdiction d'aller à Paris. Belaïd, on va faire connaissance avec Belaïd qui est avec nous. Bonsoir Belaïd. Alors, qui est Belaïd? Belaïd, c'est un membre actif de la Révolution est en marche. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup marcher. Mon point, ça fait tout le monde, c'est une bonne chose. On va commencer sur la bonne humeur. Écoutez, Isa. C'était à Isa de faire la présentation de Belaïd, mais elle était occupée, donc en quelques mots, parce que Belaïd a envie de savoir de quelle façon il serait présenté par Isabelle. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit en plus, je crois, non? Ouais, mais la révolution est en marche, c'est rien pour l'arrêter. Et Belle, c'est un philosophe révolutionnaire qui n'arrête pas. Voilà. On n'arrive pas à le débrancher. Voilà, exactement. Lorsque vous êtes parti, ouais. Quand elle m'a appelé, Isaac, on a fait signe par rapport à cette marche, et comme on est des révolutionnaires, on y va. Hein. Oui, c'est ça. La Révolution est en marche était déjà bien huilée pour faire cette marche et soutenir les marcheurs. Pour créer surtout, si tu veux, l'union entre les Gilets jaunes et la Révolution est en marche et tout ce qui environne toute la France. Je veux dire que là, quand on a traversé toute la France, on a vu des vertes et pas mûres, on a tout vu en fait. On a tout vu, on a vu toutes les classes sociales. Comment vous avez été perçu lors de votre passage? Je rappelle à nos auditeurs que nos intervenants sont sur Zoom et donc je leur demande de lever la main lorsqu'ils souhaitent répondre à la question qu'on leur pose. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous avez traversé la France et certains petits villages sur l'accueil que vous avez pu avoir? Et c'est Isabelle qui lève la main. Oui, Isabelle. Alors, on n'a pas le micro d'Isabelle, il faut le réactiver, on va le faire tout de suite, voilà. C'est-à-dire qu'Adama arrive dans 15 minutes, en fait. Adama Traoré sera avec nous. Oui, Isabelle. Ouais, donc ce qui nous a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de soutien et beaucoup de désolation du peuple. Et le peuple
Dans les petits villages, ça va parce qu'ils sont soudés, donc ils arrivent à s'entraider. Mais dans les grandes villes, il y a des moments, on avait l'impression d'être en Chine. Ça s'est bien passé sur 30 communes à peu près, plus ou moins bien, mais on a eu des hébergements. Il y a les 3 dernières, Montigny, le Bretonneux, Versailles et Paris, bien sûr. Cette fois-là, on a été très très mal reçus. Mais les autres, ça, question humaine, c'est très fort. Les gens en ont marre, ont peur des amendes seulement. En vérité, la peur, c'est le porte-monnaie. Payer 135 € pour certains qui ont 500 € par mois, c'est déjà le budget de nourriture qui s'en va. Donc, c'est très... Ils vivent dans la peur, les gens. Voilà. Ils nous disent, on vit dans la peur, on en a marre. Mais par contre, ils nous ont reçus vraiment très, très bien. On a toujours été reçus relativement bien. Et même les forces de l'ordre, à fur et à mesure, on leur disait d'apporter le café le lendemain, quoi, pour dire quelque chose, parce que ils n'étaient pas contre du tout ce qu'on faisait. On était pacifiques, polis, réservés. Ça s'est super bien passé. Et donc vous avez été accompagné par les forces de l'ordre à peu près tout le long du chemin. Tous les jours, on avait une voiture qui passait pour demander si tout allait bien, si on n'était pas ennuyé par que ce soit, si on faisait bien les normes de sécurité. Non, ça se passait très très bien. On a vu aussi sur une vidéo des pompiers s'arrêter pour savoir si ça allait. Oui. D'ailleurs, on les remercie parce que les pompiers nous ont donné des couvertures de survie qui nous ont servi sous le pont quand ils nous ont mis quand ils ont commencé à nous nasser et qu'on s'est assis en disant qu'on faisait la grève de la... Sur Paris, ouais, effectivement, vous avez sorti vos couvertures de survie. C'est les pompiers qui nous les ont offertes. Ah, c'est les pompiers, d'accord. Voilà. Les rencontres dans les villages. Moi, je veux comprendre. On est un peu sur du Jean-Pierre Pernaut, là. On va à la rencontre des Français. Et si on veut faire référence à la politique, vous avez vu les Français d'en bas. Les Français qui sont dans des petits villages et qui ont vu des gilets jaunes, soit en allant faire des courses dans une grande ville à quelques kilomètres de chez eux, ou carrément déformés en regardant la télévision. Ils avaient des questions à vous poser, les gens en province, qui ne vous voient qu'à la télé. Enfin, quand je dis vous, c'est les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, les gens nous disaient, vous revenez. Mais on n'est jamais parti, en vérité. On a travaillé en sous-marin, mais on n'est jamais parti. Donc, les gens pensaient qu'on n'existait plus et ils avaient le sourire de voir qu'on revenait. C'était une lueur d'espoir dans leurs yeux et sur le visage quand il n'y avait pas le masque, qui était assez réjouissant. Et non, le plus petit village, il y avait 5 habitants et on a été reçus dans une maison formidable. Et non, les gens étaient heureux de nous voir et croyaient qu'on n'existait plus. Frédéric, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce périple avant Paris, parce que Paris, je voudrais qu'on finisse, évidemment, comme vous avez fini votre périple, on finira sur Paris parce que c'était dramatique, mais sur votre voyage, Frédéric, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? De faire ce voyage avec des gens extrêmement courageux. Parce que on était un groupe très hétérogène, disons que il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées. Malheureusement, Nounette n'est pas là ce soir parce que j'étais pas à côté d'elle pour arriver à la connecter. Et c'est un peu dommage parce que c'est un peu notre mamie. Elle a marché pour ses enfants et ses petits-enfants. On a Claude qui, lui, est parti d'ailleurs en garde à vue lors de l'arrestation du 1er mai, qui est un monsieur qui a quand même dépassé les 70 ans. Donc, c'est tout ça, moi, qui m'a marqué dans cette marche. Et puis, l'accueil dans ces petits villages qui sont loin de Paris, loin de tout et qui nous reçoivent chaleureusement. C'est quelque chose de fantastique de voir cette chaleur humaine de ces gens qui ont de l'espoir. Plus beaucoup malheureusement parce que il y a beaucoup de gens qui sont abattus par la situation actuelle du fait de cette maladie. Je mettrai ça entre guillemets, mais voilà,
cette chaleur des gens qui nous ont reçus très très bien, des gens, des forces de l'ordre aussi qui nous ont plutôt bien reçus, qui voire même encouragés, on va dire, bien que tout en faisant leur travail de contrôler ce qui se passait, nous ont souhaité beaucoup de courage. Voilà, ça c'est des choses qui marquent et voilà. Alors justement, à un moment donné sur l'une de vos vidéos, vous dites on quitte un village, on a été dire au revoir au maire qui ne nous a rien donné. Et j'ai pas compris cette phrase. Malheureusement, il y a des villages, enfin très peu d'ailleurs, très peu, mais il y a des villages où les municipalités nous ont pas très bien reçus, voire rejetés complètement. Donc il a fallu qu'on se débrouille par nos propres moyens. Voilà, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'être humain et qui ne savent pas quel est vraiment le rôle d'une mairie, voilà. Mais politiquement, pour les mairies, vous avez été mal reçus. Est-ce que vous saviez quel type de maire on avait dans ces mairies? Alors là, posez peut-être la question à Isabelle, mais moi personnellement, je ne savais pas exactement de quel côté basculait, si c'était à droite, à gauche, au centre ou ailleurs, les maires qui nous recevaient. Donc, je pense que ceux qui nous ont pas reçus, ce sont des gens qui sont pas humains, quel que soit leur côté politique. Voilà. Ça fait rire Isabelle qui va répondre à la question en décochant son micro. Dites-nous tout, Isabelle. Oui, Fred a raison. Hein. Des fois, dans des mairies, ils nous ont pas reçus. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils avaient la place pour le cheval. À l'initiale, on devait avoir un cheval et une charrette pour faire les amiches de mes amiches. Ils avaient de la place pour le cheval, mais pas pour l'humain. Donc oui, mais après les bords, quand on avait des contacts avec les mairies pour essayer de trouver une solution, en général, on disait excusez-nous, mais on va prendre le côté humain et non le côté politique pour ce qu'on a besoin. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'était notre base de revendication, c'est-à-dire à partisan complet. On regarde le côté humain, on en parle et ça se passait beaucoup mieux d'un seul coup. Dès que la politique était plus au milieu, ça se passait beaucoup mieux. Mais vous avez quand même constaté que les villes qui étaient hostiles à votre passage étaient peut-être LREM ou autre mouvance politique. Alors, j'en sais rien. L'AREM, j'en sais rien parce que j'ai même pas demandé. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, c'est vraiment l'humain, donc ça m'intéresse pas du tout. Par contre, on lui a bien fait comprendre qu'on n'était pas content qu'on n'ait pas de solution d'hébergement. Heureusement qu'il y avait les autochtones pour nous aider. Donc vous étiez hébergé directement chez l'habitant? Voilà, c'est ça. On avait trouvé de quoi se loger chez l'habitant. Il y a même Daniel qui fait partie du bloc maintenant, qui a déménagé en 3 jours sa maison pour héberger tous les marcheurs chez lui pendant 2 jours. Et on l'a appelé Harry Potter parce que voilà, c'est magicien. Des péripéties. Voilà, c'est des péripéties, mais franchement, il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien dans la marche, qui nous ont beaucoup aidés. Quand les mairies n'étaient pas là, le peuple était là. Oui, Frédéric, vous avez levé la main. Oui, alors je tiens quand même à dire qu'il y a un maire qui, malgré qu'il n'ait pas pu nous héberger, s'est, je pense, débrouillé avec une de ses administrés pour nous trouver quelque chose, parce que sa mairie, il n'est pas maître vraiment de son conseil. Et visiblement, il y avait beaucoup de gens du conseil municipal de cette mairie qui étaient contre nous. Et le maire est venu nous voir, nous a dit un petit mot et ça a été un moment très sympathique. Mais malheureusement, ce pauvre maire, il est bien seul dans sa mairie, on va dire. D'accord. Stéphanie, Stéphanie, vous faites partie donc du syndicat des Gilets jaunes et votre périple, votre aventure en tant que, je dirais, syndicaliste Gilets jaunes. On a parlé par exemple des liens que vous pouviez avoir, aussi éphémères soient-ils, avec des
des fonctionnaires de police. En province, quand des fonctionnaires de police vous croisent avec vos gilets jaunes, on a moins peur que de croiser des agents des forces de l'ordre à Paris. Est-ce qu'ils échangent? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Alors, nous, on était tous en gilet jaune, effectivement. Comme l'ont dit Isabelle et Fred, on était plutôt bien accueillis dans toute la partie avant l'Essonne, même après, jusqu'à Montigny-Bretonneux, on était plutôt bien accueillis par les forces de l'ordre. Mais c'était plutôt de la gendarmerie en majorité, et ensuite la police municipale, voilà, qui veillait simplement à la tranquillité de la commune pendant qu'on était là. Bon, gilet jaune, ça fait toujours un peu peur. Nous, en fait, on s'est occupé au syndicat de déclarer dans les 38 mairies, enfin 36 mairies plus déclaration de la préfecture à Versailles et à Paris, parce que là, il faut déclarer en préfecture. Donc, il fallait déclarer la marche. Il fallait essayer de trouver des solutions d'hébergement. Au départ, effectivement, on devait avoir une calèche et un cheval, donc ça, c'est aussi, il fallait l'organiser. On devait peut-être avoir un food truck, donc il fallait le brancher. Enfin, tout ça, c'était un peu de logistique et d'organisation, mais ça se faisait en amont de la marche. Et tout le long de la marche, finalement, parce que les mairies, il a fallu les relancer et tout ça. Donc, en grande majorité, comme l'a dit Isabelle, il y a une trentaine de mairies qui sont plutôt bien accueillies. Même s'ils n'étaient pas d'accord forcément avec les gilets jaunes, ils avaient le côté humain et ils accueillaient les êtres humains parce qu'il faisait quand même relativement froid la nuit. Donc, laisser dormir des gens dehors la nuit, c'était pas terrible, quoi. Donc, ça s'est gâté, effectivement, à partir de Montigny-le-Bretonneux, Versailles et Paris, ça a été le pompon. Oui, Paris, là, c'est le feu d'artifice, c'est le bouquet final, hein. On en parlera tout à l'heure. Agnès, peut-être? Oui, Stéphanie, donc il y a une question d'un auditeur qui nous demande, étant donné que vous faites partie du syndicat Gilets jaunes, Angelo nous demande si il existe un service d'ordre pour le syndicat. Non. Bah, nous, on considère que c'est pas notre métier de maintenir l'ordre, en fait. Et c'est aussi une responsabilité. Donc, effectivement, la CGT a toujours eu, depuis longtemps, un service d'ordre assez costaud. Bon, apparemment, il y a eu des problèmes le 1er mai. On n'y était pas, nous, puisqu'on était sur la marche. Donc, moi, je suis pas là pour en parler parce que je n'ai rien vu. Bon. Alors, le syndicat a été créé assez récemment, finalement. Oui, alors, nous, on est une équipe à l'avoir créé. On est syndicaliste depuis 25 ans. On est revenu dans le syndicalisme. On connaît bien les grandes centrales. On les a quittées il y a de nombreuses années parce qu'on voulait être indépendant et parce qu'on considère qu'elles sont corrompues et ne remplissent plus leur mission. De défense des salariés et de défense des droits en général et des libertés en général. Elles ont plutôt tendance à cloisonner les contestations et à ne pas faciliter la convergence. Les gilets jaunes, c'est tout l'inverse, quoi. On est tous en jaune, on est tous de la même couleur et on s'entraide tous. On est fraternels, quel que soit notre niveau, notre métier, notre âge. C'est un esprit complètement différent. Et donc, au bout de 2 ans de gilets jaunes, ce sont des gilets jaunes qui nous ont demandé de créer une structure. Parce que ils disaient, on n'est pas structuré, on se sent un peu, il y avait un besoin d'aide logistique, peut-être juridique, quelque chose de structuré, de légal, qui puisse rentrer dans les boîtes. Oui. Donc, on a créé cette structure, oui, effectivement. Mais en fait, on a transformé quelque chose qu'on avait déjà, on a changé les statuts et on les a mis en gilet jaune. D'accord. Il y a combien de membres actuellement sur ce syndicat ? Alors, on ne communique pas le nombre d'adhérents. D'accord. Pour ne pas que le gouvernement sache combien on pèse. C'est stratégique. Bon, on le conçoit alors. D'accord, mais en tout cas, on sait déjà que le syndicat a réussi à rentrer dans certaines grosses sociétés. Oui, tout à fait. Ça, c'est public, on peut le dire. Oui, tout le monde ne sait pas. Il y a plein d'auditeurs, par exemple, qui ne savaient pas qu'il existait déjà un syndicat Gilets jaunes. Oui. Effectivement. Oui, on s'est implanté chez Carrefour, on s'est implanté chez Amazon, on s'est implanté à la Fnac Champs-Élysées d'ailleurs, donc on est très contents, symboliquement, c'est sympa. Après, on a d'autres boîtes à Roissy, on est en train de développer chez Adéco. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent là. Ouais, beaucoup de gens. Super. Et après, dans les administrations aussi, ça commence à venir. Et chez les soignants. On a beaucoup de soignants qui nous rejoignent, que ce soit des médecins, des infirmières ou des aides-soignants. Gaylor nous demande si vous n'avez pas eu de problème concernant l'horaire du couvre-feu. Pendant la marche ? Pendant la marche, oui. Absolument aucun, non. De toute façon, on était en période où les voyages interrégionaux étaient interdits. Mais vous deviez être... Ça n'a pas arrêté. Oui, à 19h, vous deviez être quelque part.
En principe, on était dans nos tentes ou à l'abri, mais si on était dehors, non, on n'a jamais de problème. Belaïd dit non. Belaïd dit moi, 19h, c'est pas l'heure où j'arrête de marcher, donc laissez-nous tranquilles avec ces horaires. Oui, Belaïd. On n'a pas eu de couvre-feu, on n'a pas eu de confinement pendant 1 mois et demi. Pour moi, c'est 1 mois et demi. Et ben, il n'y a jamais eu de couvre-feu pour les marcheurs. Pas de masque? Pas de masque, pas de rien du tout. La liberté. On a vécu ensemble, on a presque dormi ensemble sous les tentes et tout, et franchement c'était formidable. Vous avez retrouvé une vie normale dans le cadre de cette aventure? Bien sûr, bien sûr. Et moi j'ai aimé dormir sous les tentes parce que le lendemain c'était l'hiver. Quand tu marches la journée, c'est l'été, et le lendemain quand tu sors de ta tente, c'est l'hiver, tu vois de la gelée de partout. C'est formidable. Incroyable. Donc, la fille Belaïd marche. Ouais. Là, demain, il sera à Montigny-Bretonneux parce qu'il a des trucs qu'il n'a pas réglés là-bas. 707 km, j'ai pas arrêté. Ah ouais, mais on sent que ça a changé sa vie, en tout cas. Il est libre, Belaïd, nous dit José Laure. On a plein de messages en direct. Vous restez, on revient dans quelques instants avec vous. Vous écoutez La Nuit Écoute. 21h, 23h, La Nuit Écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions si vous souhaitez poser vos questions directement en direct. Vous envoyez un SMS avec votre numéro de téléphone et votre prénom. Voici le numéro. Il s'inscrit d'ailleurs sur votre écran, sur le visuel. 06 44 635 539. Avez-vous envie de parler à nos marcheurs? 06 44 635 539. Agnès, on a choisi ce soir une chanson. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et d'un seul coup, et c'est bien parce que c'est presque lié à ce que vient de nous dire Belaïd. Tout à fait. Quel bel enchaînement. Le petit bonheur. Le petit bonheur, c'était de se retrouver ensemble, de dormir ensemble, de manger ensemble, d'être libre. Voilà. Et c'est une belle chanson de Félix Leclerc. Oui, mais qui a été repris par un groupe qui s'appelle Les Croquants. Ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est... C'est plus frais, évidemment, que Félix Leclerc, même si l'original est très beau. Mais là... il y a ce petit côté belaïdien, hein, genre il fait beau, je suis content de marcher. Voici Les Croquants avec Le Petit Bonheur, inscrit dans la légende des plus belles chansons françaises. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: monsieur, ramassez-moi, chez vous, ramenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai tout petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais le dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais le petit bonheur et je lui disais: c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'ai eu beau le supplier, lui pardonner, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qui me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil d'un ma demeure. Eh bien dégage, eh oui, voilà, et là. Yeah. J'ai bien failli mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin je me suis dit, il me reste la vie.
J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans les pays de malheureux. Aujourd'hui quand je croise une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans les pays de malheureux. Aujourd'hui quand je croise une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Le petit bonheur, les croquants dans la nuit écoute. En 2021, on fête les 100 ans de la radio. On fête les 40 ans de la libération des ondes. Et le lancement de la radio numérique DAB+, partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicale, généraliste, d'information, émission spéciale, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. Il est 21h40. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir les amis, bonsoir. 1871-2021 de la commune aux Gilets jaunes, la grande marche des oubliés. Avec ce soir avec nous Valérie, Frédéric, Belaïd, Isabelle. Ils sont avec nous et on va avancer. On a compris que l'aventure avait été belle humainement et c'était ça les fondamentaux de ce rendez-vous. Mais à un moment donné, Agnès, il y a des obstacles. Arrive Versailles, direction Paris, et nous on tombe sur une vidéo. On tombe sur une vidéo. Nous sommes au cœur de Paris. Les marcheurs sont arrivés et d'un seul coup, ils sont parqués comme des animaux sous un pont Birakem. On est à côté du pont Birakem. Je pense que c'était là d'ailleurs, avec le métro aérien qui est juste au-dessus. Ouais. Et d'un seul coup, peuvent plus de liberté. Toutes ces journées passées à marcher, à être ensemble et avoir une vie normale comme avant, d'un seul coup, non. Privation de liberté totale. Et on va maintenant focaliser sur l'arrivée à Paris. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé sur Paris? C'est Isabelle, Frédéric qui prend la parole. C'est la courte paille. La courte paille. Je vais avoir une réputation de courte paille maintenant. C'est ton surnom maintenant. Ça a commencé à Versailles le matin. Il y avait le syndicat qui était déclarant. Il y avait Adama qui était déclarant. Et il y avait les oubliés, moi et Soso qui étaient déclarants. Et quand on est arrivé à Versailles, on a reçu la veille une interdiction d'aller aux Invalides et à l'Assemblée nationale. Oui, parce que le but, c'était d'aller à l'Assemblée nationale. Hein, Oui. Le 19 mars, quand on a fait la déclaration à Montpellier, l'arrivée était Paris, Assemblée nationale. Et là-dessus, on a été voir les RT qui étaient sur place. Et on leur a dit, on va place Vauban comme c'est prévu et tout. Et là, cacafouillage. On n'a plus le droit d'y aller. Donc, on a passé 1h30, sans exagérer, malgré le choix du Sud, 1h30 avec eux, le haut commandement au téléphone et les RT, avec Adama et Alex et moi. On a passé 1h30 au téléphone à négocier d'avoir un mail qui nous dit qu'on pouvait aller place Vauban. On ne demandait pas l'Amérique, hein. On demandait juste ça pour pas être embêté parce qu'on changeait de département et on ne savait pas si on avait à avoir les RT toujours pareil. Enfin bref. Donc on a demandé un mail de confirmation qu'on n'a jamais eu. Et donc on part de Versailles vers midi et demi. Donc tout avec l'accord du haut commandement, comme quoi qu'on peut aller place Vauban, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc les RT qui étaient sur place ont dit on vous accompagne jusqu'à Paris et nous partons faire la marche, tout se passe bien, bon enfant. Et on commence à arriver du côté. Alors moi je suis pas parisienne, hein, du côté de la Tour Eiffel. Et là, on commence à être bloqué et on apprend qu'on n'a plus le droit d'aller place Vauban. Que ça se finira au bout de la rue devant la Tour Eiffel, point à la ligne. Donc on va voir les RT qu'on avait vus le matin leur dire on comprend pas quoi, les hautes autorités nous ont donné la permission, vous êtes témoins. Ces personnes se sont excusées, les deux RT se sont excusés de leur hiérarchie déjà.
Ils nous ont expliqué qu'on pouvait pas, en arriéré, on a su pourquoi, parce qu'il y avait un politisé qui avait pris la place. Sous le pont, nous avons décidé les marcheurs, parce que c'était ce qui était prévu, que si on n'allait pas place Vauban, on s'asseyait où on était et on faisait une grève de la faim. Parce qu'on avait quand même déclaré du 1er au 8 mai. On n'avait pas déclaré qu'une journée, on avait déclaré une semaine entière. Donc on s'est arrêté et là, ça a commencé à partir un petit peu en cacahuète. Les forces de l'ordre se sont crues. Alors tant qu'il y avait les gendarmes, ça allait. Mais dès qu'il y a eu la police nationale, c'est parti en cacahuète. On a vu les Robocop commencer à se remettre les attelles des jambes en place. On s'est dit, on va grave manger, on va se faire gazer. Ouais, à ce moment-là, vous étiez combien? Alors, à ce moment-là, on était le bloc entier. Le bloc entier, on était 20, que 2. On était le bloc entier. D'accord. Et à un moment donné, on s'est levé et on nous a dit qu'on pouvait sortir. Donc, on a commencé à sortir. Et on avait des gendarmes, toute une rangée de gendarmes. Et à fur et à mesure, les gendarmes ont été demandés de s'évacuer pour rétrécir la police nationale. Et à un moment donné, à la hauteur de Valérie, le mur s'est fermé. On n'a pas pu sortir. On est resté 9 au milieu. Oui, alors on avait vu la vidéo, on l'avait suivi en direct. Il y a eu à ce moment-là aussi Frédéric, il me semble, qui demandait la protection de la gendarmerie à ce moment-là. Va vous expliquer, oui. Alors ça, c'était un moment fort pour moi, j'ai trouvé. Parce que d'abord, il y a cette fatigue suite à la marche, il y a ce désœuvrement, puis surtout, cette espèce de hargne qu'on peut avoir de se retrouver face à un mur, mais que c'est pas un mur, ce sont des humains qui, à un moment donné, te disent « tu n'existes pas, tu ne vas nulle part ». Et Frédéric est assise, on voit justement là, sur la vidéo vos couvertures de survie, et vous, Frédéric, vous scandez en permanence « je veux que les gendarmes nous protègent ». Ce qui est pour moi symboliquement très fort, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut qu'avoir peur de la police. Oui, oui. Alors en effet, j'ai demandé la protection de la gendarmerie parce que c'est leur rôle à eux de nous protéger, de protéger le peuple, car malheureusement sur ordre de je ne sais qui, les policiers n'ont plus rien d'humain. Que ce soit sur Paris ou même sur certaines manifestations où j'ai été en province, on se pose la question même de savoir si les policiers ne prennent pas quelque chose avant de venir troubler l'ordre des manifestations. Mais je dis bien troubler l'ordre. En l'occurrence, je n'ai aucune confiance dans les policiers. C'est malheureux d'en arriver là, dans ce pays. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucune confiance en eux. Ils n'ont aucune morale, pour la plupart. Je sais, c'est très très fort ce que je dis. Mais c'est ce que j'ai pu constater, moi, sur pas mal de manifestations. C'est inhumain ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, moi j'ai perdu complètement confiance dans la police nationale. À côté de ça, j'ai toujours une partie de mon cœur qui est tournée vers l'armée. Et pour moi, les gendarmes ont encore de l'honneur. Et de ce fait, pour moi, ils étaient là pour nous protéger. D'ailleurs, comme ils l'ont fait depuis notre arrivée sur Paris, de la porte de Saint-Cloud jusqu'au pont Birakeim. En fait, ils étaient là vraiment pour nous protéger, de ne pas nous faire écraser, ce qui était tout à fait logique, de nous ouvrir la voie quelque part, de nous encadrer. Mais jamais il y en a eu un seul qui a eu un geste déplacé, un mot déplacé vis-à-vis de nous, contrairement aux policiers qui les ont remplacés. Parce que les ordres, je pense, de la préfecture de Paris sont arrivés et on a dit aux gendarmes votre rôle, il est terminé, vous êtes plus là pour escorter, maintenant on va les virer, donc on vous demande gentiment de partir, vous avez terminé votre mission d'accompagnement. Et moi, pour moi, voilà. Donc nous avions pensé déjà
un petit peu à ce qu'elle est arrivée, parce que sur Paris, on connaît ce qui se passe lors de manifestations. Alors que nous n'étions pas une manifestation, mais une marche. Ça, il faut bien le préciser. Ça n'a rien à voir. Nous avions juste un drapeau et c'est tout pour dire que nous étions venus là en pourparlers, pour porter des revendications auprès de l'Assemblée nationale et non pas pour aller tout casser et embêter tout le monde dans Paris. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avions un drapeau blanc avec nous qui n'a pas du tout été respecté parce que voilà, les policiers ne respectent rien. Il faut savoir quand même qu'un drapeau blanc c'est reconnu dans tous les pays du monde comme étant un signe d'allégeance et de pourparlers. Là, les policiers, ils ont fait leurs 3 sommations, ils ont même pas laissé le temps à tout le monde de sortir. D'un coup, ça leur a pris, ils ont scindé le bloc en 2 et gardé une partie des personnes qui n'ont pas pu sortir. Valérie, vous qui êtes informaticien, vous avez rejoint le groupe, vous m'avez dit, en région parisienne. Vous étiez, vous aussi, sous le pont Bir Hakeim, là, Valérie. On vous voit sur les vidéos. Comment vous l'avez vécu ? Donc, c'était, voilà, comme dit Isabelle et Frédéric. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, là, on peut plus avoir confiance en la police. Je reviendrai sur 2 points. C'est-à-dire que le matin, on nous dit, oui, c'est bon, vous pouvez arriver jusqu'au bout. Et puis dans la journée, ça change. Donc déjà, c'est un peu dur de faire confiance puisque les ordres changent. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, donc quand ils ont commencé à faire des sommations avec menace d'utiliser la force, en fait, on s'est tous levés. On a dit, ok, on veut bien sortir. Et par où on sort ? Parce que à gauche, il y a des policiers, à droite, il y a des policiers. On va pas les pousser. Derrière nous, il y a des grilles, et devant nous, il y a des travaux. Donc, on pouvait pas sortir. Et c'est là qu'un policier a dit, si on vous laisse un chemin. Donc, je crois qu'il y a une partie du groupe, en fait, qui est partie. Et juste devant moi, le policier me dit, par contre, si vous sortez, vous retirez votre gilet. Bon, si c'est la condition pour sortir, ok, je vais retirer mon gilet, je vais pas me battre avec eux. Ça les embête, c'est pas grave, je le prends sur moi, je retire mon gilet, je le mets dans le sac. Et là, en fait, c'est un autre policier qui passe devant et qui dit, vous sortez plus. Alors que 3 secondes avant, on avait l'autorisation de sortir. Donc j'ai le même sentiment sur le fait que Frédéric, c'est dur de faire confiance à la police. Et c'est dommage parce que c'est pas forcément eux, c'est les ordres qui viennent du haut. Et du coup, ça crée des tensions, quoi, voilà, quand on dit quelque chose, faut aller jusqu'au bout. Donc, j'ai pas compris pourquoi, le temps que je mette mon gilet dans le sac, en fait, ils ont décidé de tous nous embarquer. Oui, parce qu'après, vous restez encore bloqué quelques instants. C'est ça. D'ailleurs, c'est ridicule, on le voit que c'est ridicule. Oui, Stéphanie veut réagir. En fait, je pense que ce cafouillage de l'arrivée à Paris, il a une explication. C'est que la manifestation du 1er mai avec les syndicats traditionnels s'était plutôt mal passée, qu'elle était assez courte parce que le trajet était petit, et que la préfecture a eu peur que les gilets jaunes, après avoir quitté cette manif, convergent vers nous. C'est-à-dire que nous, on était moins nombreux, bien sûr, mais on portait quelque chose de très symbolique. C'était une marche quand même, des marcheurs qui avaient traversé la France à pied, qui célèbrent aussi les 150 ans de la Commune, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y avait quelque chose de fort et de symbolique dans cette démarche, sans jeu de mots. Et donc, comme il y avait déjà des gens, des figures des Gilets jaunes qui avaient convergé vers le pont Bir Hakeim pour appeler à nous rejoindre, la préfecture a vraiment eu peur qu'il y ait une convergence des Gilets jaunes vers ce point. Et donc, ils ont voulu casser le mouvement tout de suite et ils ont embarqué les têtes, en fait. Ils ont embarqué les déclarants, c'est pas par hasard. Et ils ont embarqué les têtes pour pas qu'il y ait un truc qui se forme à côté et qu'il y a un nouveau cortège qui se forme et que ça parte en saucisse. Parce que, comme l'a si bien dit Isabelle, on avait déclaré du 1er au 8. Ah oui. Du 1er au 8. Et l'interdiction ne portait que sur le 1er mai. Donc, on était encore, pour nous, dans une manifestation déclarée, autorisée.
Vous êtes toujours dans le cadre d'une marche. Cette déclaration oui. du 1 au 8. Mais on l'a déclaré une marche. Quand on manifeste, on marche. Donc, on l'a déclaré un peu comme une marche, mais aussi comme une manifestation. Voilà. Mais Isabelle fait la différence tout à l'heure. Elle nous dit, Isabelle ou Frédéric, je ne sais plus, dit, nous, on n'est pas des manifestants, on est des marcheurs. Oui, mais fait auprès des mairies et de la préfecture, c'est considéré comme une manifestation, en droit, je parle. Hein, d'accord. En droit. Donc, on l'avait déclaré comme tel, et l'arrêté préfectoral du 1er mai ne concernait que le 1er mai, le jour où les gens ont été mis en garde à vue. D'accord. Mais par contre, alors la préfecture a réagi 3 jours plus tard, c'est-à-dire que nous, le 3 mai, au matin, donc le lundi matin, on a reçu un nouvel arrêté préfectoral qui interdisait une statique du 1er au 8. D'accord. Donc, le préfet allemand s'est rendu compte en retard qu'il n'avait pas interdit du 1er au 8. En fait, il avait interdit que du 1er. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc il y a un cafouillage juridique subtil. qu'on va essayer d'exploiter, bien sûr. Hein. On a déjà écrit une lettre à Darmanin, on va faire des choses. On a Isabelle et Frédéric qui ont levé la main. Isabelle, pour commencer, une réaction. La réaction, c'est surtout que on a été en garde à vue. Et quand on va en garde à vue, on nous pose des questions. Vous voulez appeler votre famille, vous voulez un médecin et vous voulez un avocat. Et on s'est un peu amusé, j'avoue. Quand on a demandé l'avocat, on a dit cellule à côté le syndicat. Quand il nous a demandé les déclarants, on a dit moi, la cellule d'à côté syndicat, la cellule d'à côté Adama Traoré. En vérité, ils avaient pris sans le savoir, ils avaient pris tous les déclarants. Ils nous ont fait la misère sur les traitements parce qu'il y en a qui ont des handicaps non visibles dans la marche. Et j'en fais partie. On a eu le droit qu'à 1h45 du matin de prendre notre traitement alors que normalement c'est à 10h. Ils nous ont mis, comme Valérie disait, une interdiction qui n'est même pas viable. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc parce que juridiquement on n'a pas été en comparution immédiate. On n'est pas passé devant un juge. On a une condamnation qui est très forte. Et tout ça a été fait au commissariat en nous levant la garde à vue. Oui, excuse-moi, donc vous avez été condamné sans passer devant un juge. On a été condamné sans passer devant un juge. On était au commissariat du 5e, il y en avait 9. Au commissariat du 5e, on a eu la même condamnation, les 9. Au commissariat, on l'a signé. On n'est pas passé devant un juge, c'est un vice-procureur qui a signé. Soi-disant. Et les 2 qui étaient en garde à vue dans le 13e, eux, ont rien eu du tout. Donc, il y a déjà une jurisprudence, puisqu'on était 11 au même chef d'inculpation, non-respect des sommations, et il y en a que 9 qui ont eu des sanctions et 2 qui n'ont rien eu. Donc, déjà, il y a une jurisprudence. C'est pour ça qu'on va faire des papiers cette semaine tous ensemble et qu'on va on va refaire le bloc pour faire tout ça, parce que c'est complètement incohérent ce qui s'est passé. Et nous, on est des marcheurs, donc on était un nombre de marcheurs. Si ça se passe pareil à chaque fois qu'un manifestant est interpellé au hasard dans la foule à chaque manifestation et que ça se passe comme ça, c'est complètement liberticide, c'est complètement antidémocratique. Enfin, je sais pas, même pas comment on appelle ça. J'ai l'impression d'une PlayStation à ciel ouvert, quoi. Alors justement, on a Stéphanie qui apporte un complément et ensuite on aura Frédéric. Oui, Stéphanie. En fait, ce papier qui a été remis aux personnes en garde à vue à la sortie, là, c'est complètement aberrant parce qu'effectivement, ils ont... En fait, parce que moi, je suis allée voir et il se trouve que nos bâtiments, enfin nos bureaux à nous, sont dans le même bâtiment que le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est en quelque sorte l'ordre des magistrats. Il n'est pas là pour faire des recours, mais il est là pour sanctionner les magistrats qui ne respectent pas la déontologie, tout ça, bref. Et donc, je suis allée leur montrer ce papier. Pour demander ce qu'ils en pensaient. Alors, ce qu'ils en ont pensé, c'est que c'est hallucinant, en fait. Ils ont dit, mais c'est très contradictoire, parce que si vous ressortez avec un rappel à la loi, parce que c'est le titre du papier, rappel à la loi, c'est que le parquet a rejeté la demande de poursuite judiciaire de l'officier de police judiciaire, le PJ. C'est-à-dire que la police a demandé des poursuites auprès des gens, au parquet, qui les a rejetées en disant, mais il n'y a pas de quoi poursuivre ces personnes. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de délit constaté, il n'y a rien dans le dossier, on ne poursuit pas. Et pour autant, ils ressortent avec un rappel à la loi, donc pas d'infraction pendant 6 ans, comme disait Valérie, et une interdiction de paraître sur Paris, ce qui est extrêmement lourd. Oui. Parce que dans les gardés à vue,
Il y a des gens qui habitent en province, mais il y en a 2 qui travaillent sur Paris. Ouais, c'est ça. Dont le secrétaire général du syndicat Gilets jaunes, qui a ses bureaux sur Paris. Donc c'est même une entrave pour nous, syndicats, d'exercer nos mandats syndicaux, en fait. Donc c'est très lourd. D'accord. Et le Conseil supérieur ne comprend pas bien, et donc je pense qu'on va les saisir officiellement, ils sont là pour ça, pour qu'ils jugent l'action du procureur. Ouais, c'est fou. Frédéric a levé la main. Frédéric, on vous écoute. Oui, non, j'avais pas spécialement levé la main. Mais elle apparaît, moi je la vois. Je vois une main levée, moi donc. Elle a des mains qui sortent. Je donne la parole. Non, mais c'est pas très grave. Bon, après, moi, pour en finir avec entre les policiers et les gendarmes, il faut quand même que je vous précise que l'armée a fait 2 tribunes, enfin, les retraités, une partie des retraités militaires et des personnels d'actifs ont fait 2 tribunes adressées donc au gouvernement que j'ai signées, bien entendu, parce que la situation elle devient vraiment très très grave. Comme on peut s'en rendre compte, il y a des erreurs judiciaires, il y a des gardes à vue qui n'ont pas lieu d'être, il y a du lassage de personnes complètement pacifiques, il y a tout ça. Voilà. Encore un quart d'heure. Alors, je crois que c'est Isabelle qu'on entend derrière. Valérie et Bélaïd. Tiens, Bélaïd, comment c'est parce que moi, la question que je me suis posée, c'est que à un moment donné, vous avez été... C'était de la folie furieuse, hein, cette vidéo. Hein, vraiment. On vient vous chercher au compte-gouttes. Voilà, on vient chercher quelqu'un. On vous emmène près d'un camion. Qu'est-ce qui vous est dit au moment où vous quittez, je dirais, cette nasse? Est-ce qu'on vous parle pendant que vous marchez vers le camion? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous posez comme question? Qui veut répondre à ça? Bélaïd. Oui, Bélaïd. Moi, j'ai résisté un peu. Je n'étais pas d'accord de me faire embarquer. Et donc, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là aux forces de l'ordre? Je dis rien du tout. Parce que là, on a un message là qui nous dit que la police n'est plus du tout aujourd'hui des gardiens de la paix, hein, mais ont bien pris force de l'ordre, voire du désordre. Donc, Bélaïd, toi, tu ne dis rien. Mais moi, je dis rien. Je me laisse pas aller en tous les cas parce que j'ai un peu résisté. Après, je suis arrivé dans le camion, j'ai pas parlé en fait. J'ai dit lâchez-moi. Et après, j'ai été simple avec eux. Ils m'ont fait rentrer dans le camion, ils m'ont dit de mettre mon sac à dos de côté, et après, je suis rentré. J'ai résisté. On vous en dit pas plus à ce moment-là, vous ne savez rien. On vous amène vers le camion, mais on ne vous dit rien. Valérie, vous avez aussi, vous, été amené, vous avez fait une garde à vue? Oui, donc en fait j'étais dans les 2 derniers, donc avec Claude qui n'est pas là, mais qui est une fameuse personne de plus de 70 ans. Oui, qui était quelqu'un de plus âgé. Voilà, donc il y avait un groupe, pour résumer, hein, il y avait un tout petit groupe qui n'ont pas fait de garde à vue. Après il y avait sur les 9, il y en avait 7 qui étaient déjà partis, qui étaient déjà dans le camion. Donc nous on nous disait c'est tout simplement une verbalisation parce que vous n'avez pas quitté les lieux, puis c'est le couvre-feu. On ne parlait pas encore de garde à vue. Je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Et j'ai dit aux policiers, voilà, c'est simple. Moi, vous allez pas me toucher. Je suis pacifique. Donc, je vais vous suivre. Mais ça sert à rien d'être à 10, à m'attraper par les bras, par le sac à dos. Je suis pas violent. Donc, vous me laissez passer. Je vous suis. Il n'y a pas de problème. Donc, j'arrive, dans ce cas-là, avec Claude, on était les 2 derniers arrivés. Et puis là, on met direct les Servex. Voilà, on dit qu'on va m'emmener au commissariat sans préciser le pourquoi du comment. Donc des conditions qui sont inhumaines. Hein. On vous met les bras derrière le dos. Je me fais engueuler parce que j'arrive pas à bien mettre mes bras. Mais bon, moi j'ai pas de l'expérience en fait de garde à vue et d'avoir des menottes. Donc faut qu'on m'explique un petit peu. Et donc suite à ça, on nous met dans le camion. Voilà, et on nous explique une fois sur place. On est tous au commissariat. C'est là qu'on nous explique qu'on va être mis en garde à vue.
Oui, parce qu'en plus, sans trop de raison. En plus, ce qui est fou dans la vidéo, c'est que vous patientez un temps de folie. Valérie, vous videz votre sac à un moment donné, vous cherchez quelque chose, et c'est au moment où vous videz votre sac qu'on vient vous chercher, et on vous presse là à ranger à la hâte toutes vos affaires pour vous emmener. C'est quand même assez fou. Je me suis même posé la question, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas profité du fait que vous étiez plus, entre guillemets, disponible? Ça paraît futile ce que je vous raconte, mais quand on regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, on vous fait tellement patienter. Puis il y a ce flic là avec sa tablette, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? On pense qu'il est en train de vous mettre des procès-verbaux à 135 € pour avoir dépassé le couvre-feu. Nous on sait pas. Au départ, on s'attendait à ça. Et puis comme moi j'étais bien derrière, du coup j'ai pas vu ce qui s'est passé. Les autres pêcheurs qui étaient déjà dans le camion. Oui, Isabelle. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que Bell a un peu résisté. Donc, à un moment donné, on croyait qu'il était à un mariage arabe. Il était en train de sauter en l'air sur les Robocop parce qu'il était en train de le bouger dans tous les sens. J'avoue, c'est la vérité. Après, question crise sanitaire et distanciation sociale. 11 dans le même camion, sans masque, sans rien du tout, pas de gel, rien. Les Serflex, il y en a qui avaient un peu l'habitude, donc on n'était pas trop serré, on a pu sortir les mains pour détacher un peu les mains de ceux qui étaient très serrés, mais pas de masque, pas de gel, rien, alors qu'on nous bassine toute la journée avec ça. Et arrivé en garde à vue, on nous met en rang à remplir les papiers. Toujours pas de masque, toujours pas de distanciation, la fouille intégrale. Les cellules, il y en a qui avaient laissé des restes, il y en a qui avaient laissé pas mal de trucs dessus. Les couvertures, c'était immonde. Ils ont pas dû faire le ménage pendant 2 ans, depuis 2 ans et demi à peu près dedans. C'était même les vitrines, on n'arrivait pas à lire les papiers qu'il y avait dessus parce que il y en a qui n'avaient pas les lunettes ou c'était illisible. Et quand on a été en audition, que ça soit marcheur ou police, il y en a qui n'avaient pas le masque. Que ça soit policier, ils n'avaient pas le masque. Marcheur, on mettait pas le masque. C'était du n'importe quoi. Et après, on dit au peuple, veuillez garder vos distances, prenez les masques, faites-vous vacciner, faites-vous ceci, faites-vous cela. Mais en réalité, c'est les premiers à ne pas respecter la loi. Et on a été amendé à des choses qu'on a respectées. On a quand même averti plus de 33 communes où on n'a pas eu aucun incident, ni aucun PV de non-port du masque, aucune détérioration, rien. Tout s'est super bien passé. On arrive à Paris, c'est Bagdad, PlayStation, Macron. On nous a même fait, à Versailles, j'ai le souvenir qu'on nous a fait traverser la rue. Alors, c'est la Sablière que je crois que ça s'appelle, parce qu'on dérangeait Macron, donc on a longé le terrain militaire. Oui, on l'a vu en vidéo, ça, avec Jérôme Rodriguez qui a filmé. Voilà, il y avait Jérôme mais Jérôme aussi, quand on s'est fait interpeller, il était au loin, mais à la hauteur des camions pour voir si ça allait pas partir en quenouille. Il nous a protégés visuellement. On savait qu'il était là pour filmer. Jérôme et John nous ont extrêmement aidés en sous-marin parce qu'ils ont l'habitude de tout ça, parce que voilà, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Maintenant, c'est à nous de se débrouiller à faire comprendre à cette hiérarchie du 33e jusqu'au premier étage que le peuple, c'est pas de la marchandise, c'est pas des codes barres, c'est des humains. Et que sans eux, ils n'existeraient pas tous ensemble. Oui, c'est évident, c'est évident. On a Adama Traoré qui vient d'arriver sur votre Zoom que l'on salue. On va réactiver le micro d'Adama. Bonsoir Adama, on a vu les vidéos, nous en sommes arrivés, on a voyagé ensemble là ce soir et là nous sommes Pont Bir Hakeim, nous sommes à Paris et c'est le plus grand de tous ceux qui étaient là, Adama. Et par la taille. Et donc, Adama connaît bien la police parisienne. Adama qui
D'ailleurs, on le suit également sur toutes les vidéos qui sont liées à la révolution. La révolution est en marche, mais aussi tous les travaux qu'il met, par exemple, contre Paris Habitat, où là, on a un état des lieux d'Isabelle, de Frédéric, de Valérie, sur l'état des cellules de garde à vue qui sont pourries. Hein, et on sait pas, on imagine que on considère que les gens qu'on jette là-dedans ne sont pas des humains, et c'est pas que dans les commissariats, parce que avec Adama, mais c'est pas le sujet du soir, mais avec Paris Habitat, Adama défend un certain nombre de gens qui vivent aujourd'hui dans des immeubles insalubres. Et c'est vrai qu'on suit ces aventures. Adama, comment ça s'est passé d'ailleurs en ce qui concerne cette marche? Tu es arrivé à quel moment? Est-ce que tu n'es venu que sur Paris ou tu as fait quelques jours de marche avec le bloc? Déjà, je tiens à passer le bonsoir à tout le monde et rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire aux marcheurs qui ont effectué plus de 700 km contre vents et marées. Et moi qui ai marché que de Versailles jusqu'à Paris, croyez-moi, j'ai pu ressentir un minimum ce que eux ils ont pu ressentir lorsqu'ils se sont fait interpeller puis placés en garde à vue. Désolé. Moi j'ai marché que de Versailles à Paris. Ça a été juste magnifique. On était en communion. On était la France plurielle, la France humaniste, la France qui élève le débat. On a marché 4 heures, mais j'ai l'impression que j'ai marché que 10 minutes, car lorsque j'avais pas trop de force pour pouvoir marcher jusqu'au bout, mais j'avais toujours une personne à mes côtés qui me portait, qui me motivait pour aller jusqu'au bout. On était une grande et belle famille, et malheureusement, cette belle histoire qui a débuté le 19 mars 2021 à Montpellier, qui devait se finaliser devant l'Assemblée nationale, exactement à place, j'ai oublié le nom de la place, à place Vauban, qui devait se terminer à place Vauban exactement le 1er mai 2021, ça a été interrompu. Ça a été interrompu malheureusement par l'ordre de la préfecture de police de Paris. Voilà. Et c'est comme ça. Et comme tu l'as si bien dit, je connais de trop la manière de faire de la police nationale. À Paris? À Paris, même en banlieue, hein, car... oui, la banlieue, on va dire en Ile-de-France. En Ile-de-France, voilà. Voilà, en Ile-de-France. Car voilà, je suis originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je lutte depuis 4 ans à l'échelle nationale. J'ai visité les 4 coins de la France, que ce soit de Nantes à Strasbourg, à Roubaix, jusqu'à Marseille. J'ai lutté dans toutes ces villes, j'ai été en garde à vue dans la plupart de ces villes. Et voilà, aujourd'hui, malheureusement, on a une pression policière qui étouffe les révoltes sociales. Et ça, c'est anormal dans un pays de droit comme la France. Et qu'aujourd'hui, on ne réalise pas ce qu'ils ont effectué, la marche des oubliés. On ne réalise pas. En même temps, tu as eu de la chance, Adama, et je dirais que même que tu ne méritais pas cette garde à vue, car tu n'as pas fait 700 km à pied. Mais encore pire que ça, mon ami. Ça, c'était le cadeau pour ceux qui avaient fait normalement toutes les épreuves. Voilà, encore pire. C'est-à-dire, moi, j'aurais fait comprendre. Moi, je suis un marcheur que de Versailles. C'est eux les marcheurs de 700 km. Ils n'ont rien voulu savoir. Oui, ils t'ont quand même emmené. Qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que, bon, sur Paris, tu les connais que trop, en fait, ces policiers. Quand tu es sur place, ils savent qui tu es. C'est comme quand on arrête Jérôme Rodriguez et qu'on lui demande ses papiers d'identité. Ça devient absurde, ça devient ridicule. Et en plus, surtout le policier là qui a ordonné notre mise en garde à vue, lorsque je suis devant le camion, il me dit, Monsieur Troy, moi je vous connais. En bien ou en mal? Il me dit, je vous connais. Et j'ai compris. Ouais, c'est et ça. Malheureusement, moi ce qui m'attriste, c'est lorsque j'étais en garde à vue. Lorsqu'ils nous ont placés dans les cellules, moi j'ai fini avec un papa de 70 ans qui a marché avec Isabelle et tous les braves de Montpellier jusqu'à Paris. Et la vérité, j'ai vu dans ses yeux. Je l'ai vraiment vu dans ses yeux. Il était attristé de finir en garde à vue dans un pays comme la France que je pense qu'il aime au plus profond de son être. Et ça m'a touché. Quand on m'a amené, quand des fois on te prend en cellule pour te faire tes auditions et tout, juste à côté de moi, il y avait une maman qui avait, je crois, 55 ans. Et je l'ai vue. Elle était dans sa couverture, engloutie, tout, etc. Et la vérité, ça m'a mis un coup, cette garde à vue. Et j'en ai fait des gardes à vue. Mais cette garde à vue-là, elle n'est pas passée. J'avoue. C'est pas la même. Car je me suis dit,
Non, pourquoi? Je vais être franc. Je me suis dit, si je finis en garde à vue avec Isabelle et un papa de 70 ans, une daronne de 55 piges, sans avoir fait aucun geste violent, c'est qu'il y a un vrai problème en France. Bien sûr. Jamais de ma vie, par rapport à mon vécu, croyez-moi, j'ai eu un vrai vécu de délinquant, jamais je me serais dit que j'aurais pu finir en garde à vue avec la typologie des personnes avec qui j'étais en garde à vue le 1er mai. C'est pas possible. Ouais. Là, il y a un vrai problème. Et quand je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Car la vérité, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un papa de 70 ans, qui a marché 700 kilomètres, qui a visité tous les patelins de la France profonde, ils ont été accueillis comme il se doit. Et lorsqu'ils finissent dans la ville des Lumières, qui doivent les protéger en tant que tels, c'est-à-dire en tant que citoyens à part entière, ils finissent nassés au sol comme des parias pour finir en garde à vue. Là, il y a un problème. Ouais, et c'est ensuite, honteux. C'est honteux. voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne réalise pas l'exploit qu'ont effectué la marche des oubliés. On ne réalise pas la vérité, car on est englouti dans nos problèmes socio-économiques, dans les réseaux sociaux, trop d'informations tuent l'information. Donc, on n'arrive pas à réaliser l'exploit, le fait qu'ils ont mis en lumière la France profonde. Ah, mais car c'est pour ça. toutes les photos. C'est pour ça, Adama, qu'on voulait absolument faire cette émission ce soir pour rendre hommage finalement à leur courage. Voilà. Mais c'est plus qu'un courage. Ouais. Ils ont réussi à mettre en lumière les oubliés de ce système. Moi, exemple, qui vient d'un quartier, d'une cité, toutes les photos qui m'ont été envoyées par Isabelle, par Belaïd, par les marcheurs, car il y a un groupe, on a un groupe où par jour, il y a 100 messages. Par jour, il y a 100 messages dans le groupe des oubliés. Voilà, ils m'ont envoyé des photos. Je ne savais même pas que ça existait en France. Eh oui. Parlons cru. Je savais pas. On a Valérie qui a levé la main. Ouais. Oui, parce que du coup, bonsoir Adama. Bonsoir. Très sombre. Parce que du coup, moi j'étais effectivement dans la même cellule que Claude, donc qui a plus de 70 ans, et en fait il était vraiment effondré quoi. Moi alors j'avais pas mes lunettes parce que les lunettes sont interdites, donc j'avais du mal à voir exactement son visage et ses réactions. Par contre, nous on avait lancé donc la grève de la faim. Et Claude m'a carrément dit, moi je la fais à la totale, c'est-à-dire pas de boisson et je vais me laisser partir, je suis dégoûté quoi. Il en était à ce point-là. Je lui ai dit non, déconne pas. T'as quand même ta famille. Ça vaut pas le coup en fait de te laisser aller pour ça. Mais moralement, il était effondré. Effondré. Effondré, il disait rien, il était sous sa couette, il a dormi quasiment pendant toute la garde à vue, il disait rien. Mais qui était-il, cet homme de plus de 70 ans dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Sa profession, son profil en quelques mots, Isabelle? Alors son profil, c'est un ex-militaire aussi. C'est un monsieur qui s'intéresse au RIC, les 4 Afriques. Et il fait partie d'un groupe qui prône le RIC, qui essaye de trouver une solution. Et Claude a fini sa garde à vue. Quand il a fini sa garde à vue, quand ils s'est tous retrouvés, il a dit, m'ont donné encore plus la niaque de continuer, parce que ce qu'on fait, c'est propre. Voilà. Oui, donc, c'est ça. Il a très mal vécu la garde à vue, mais si demain on lui dit on fait le pactage et on repart, c'est le premier arrivé. Quoi. Il repart avec vous. Et on est tous dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'on est tous dans l'état d'esprit de, ils nous ont pas baissé le moral, ils nous ont pas baissé notre humanité. Au contraire, ils nous l'ont remonté à bloc. Et on est un bloc. Et c'est rigolo parce que je vais mettre une parenthèse là-dessus. On est un bloc, c'est-à-dire que il n'y a pas de black bloc. C'est l'humain qui fait son bloc et qui fait ce qu'il a à faire. C'est pas, c'est un état d'esprit. Quand on était ensemble, s'il fallait faire quelque chose, on était tous ensemble. Même si on faisait quelque chose, on laissait tout de côté, on faisait ce qu'on avait à faire. C'est ça notre état d'esprit dans la marche qu'on a fait et qui va continuer parce que il y a d'autres choses à faire. Mais c'est notre état d'esprit de nous
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, Adama, je suis désolée, il y a beaucoup de messages sur nos petits blogs parce que on règle pas mal de problèmes entre deux. Et oui, Claude a été très traumatisé. Après, il y a une solidarité de 3 gilets jaunes qui se sont fait mettre en garde à vue par solidarité pour nous. On les remercie. Ils font partie du groupe de Claude. Alors j'espère que je me trompe pas dans les prénoms. C'est Valérie, Yann et le troisième j'ai oublié, mais ils sont. C'est Brigitte. C'est Brigitte. Brigitte, merci. Brigitte, Yann et un autre qui s'est mis en garde à vue en solidarité pour nous, ce qui nous a énormément touchés parce que ils n'étaient pas prévus au programme pour la garde à vue, ceux-là. Et tout compte fait, ça. J'espère que ça va faire voir au peuple que on n'a plus le droit de dire ce qu'on a envie de dire, on n'a plus le droit d'exprimer ce qui se passe dans la France profonde. Et Dieu sait qu'il se passe de mauvaises choses dans la France profonde. Ils sont tous en train de mourir ou de vendre leurs biens ou de perdre leur vie parce qu'ils n'ont plus rien à défendre en vérité. Ouais. Et ça, on l'a vu. Les gens nous en ont parlé. Il y a des agriculteurs qui nous disaient on en a marre des vaches à lait de 70 heures par semaine à gagner une poignée de figues. Il y avait François qui était dans la marche, lui il représentait les retraités. Lui il avait la chance d'avoir une bonne situation parce qu'il était patron et tout ça, mais les retraités n'ont pas grand-chose. Ils ont 550 € par mois pour vivre alors qu'ils ont payé toute leur vie. Et avec la loi Gobat qui est sortie, ils vont en avoir encore moins. Il y a tellement de sujets vastes et variés qui ne va plus en France et que le gouvernement n'a plus rien à faire. Eux, ils sont payés tous les mois par nos impôts, ils sont payés tous les mois par ce qu'il faut. Là, les restaurateurs, ils vont ouvrir, mais ils ont oublié une donnée du petit astérique quand on signe un petit contrat. C'est-à-dire toutes les aides qu'ils ont eues, il va falloir qu'ils les remboursent. Donc, dès que ça va rentrer dans la caisse, bien entendu, l'État va se rappeler qu'ils ont une dette. Et c'est plein de trucs comme ça qui vont se passer. Oui, qui pourront pas rembourser parce qu'ils sont aussi limités. Je crois que c'est à 30% de leur capacité dans les restaurations, dans les restaurants. Donc le chiffre d'affaires va pas être suffisant pour subvenir à toutes les charges. Ouais, le peu qu'ils auront, on leur ponctionnera comme d'habitude. Hein. De toute façon, il faut trouver des vaches à lait pour ce gouvernement. Nous, alors, il y a une autre parenthèse que je vais mettre. Le bloc a été contacté par des politiciens, faut pas rêver, hein, on a essayé de nous gratter. Nous, on a dit à tous les politiciens qu'on a eu, on était apartisans, qu'il y avait une constitution où il y avait un article dedans, l'article qui dit que le nombre de députés, le nombre de sénateurs peut destituer un gouvernement. On nous a répondu, c'est hors de question qu'on fasse ça. Donc, ne comptez pas sur ceux que vous avez élus pour que ça bouge. Ça bougera jamais. Et en 2022, ils ont déjà fait leur programme depuis longtemps. Ils mettent en avant certains partis, mais le soir, dans les soirées clandestines, ils se retrouvent tous à manger ensemble. Ah oui. On a Frédéric qui souhaitait intervenir, Frédéric. Oui, je souhaitais revenir d'une part sur l'arrestation de la partie du bloc. Donc moi, ce que j'ai fait, puisque j'ai fait partie des gens qui ont pu être exfiltrés, j'ai été voir ce qui se passait au niveau des camions de police et j'ai posé la question à savoir quand est-ce qu'on allait récupérer nos camarades qui avaient été pris pour m'être mis en garde à vue. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est ils vont être lâchés dans 2 ou 3 heures. Un mensonge de plus, pourquoi pas. Ensuite, j'ai été vers une espèce de policier avec 4 barrettes, à qui me paraissait être le plus gradé et qui gardait encore Valérie et Claude en otage dans la nasse. Et à qui j'ai dit, écoutez, le monsieur qui est là-bas, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans, est-ce que vous allez le laisser sortir ? Et ce brave homme m'a simplement répondu, il est à ma disposition, j'en fais ce que je veux. Là, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. J'en fais ce que je veux, c'est ce que vous venez de dire, Frédéric. Tout à fait. Tout à fait. En parlant de Claude, il a dit, il est à ma disposition, j'en fais ce que je veux. Je pensais qu'ils allaient attendre que
les premiers soient partis emmenés là où ils avaient à être emmenés, et qu'ensuite ils allaient libérer les Valérie et Claude qui restaient tout seuls au milieu comme ça, entourés de une soixantaine voire plus de policiers, quoi. Ça paraissait d'un ridicule énorme. Ça c'est dit. Voilà. Après, je crois qu'il nous reste très peu de temps. J'aurais bien aimé pouvoir vous lire notre communiqué de presse. Vous avez un communiqué de presse, on va finir avec ça justement, Frédéric. J'ai bien retenu que vous l'aviez dit avant l'émission. On a Adama qui a levé la main, ce sera la dernière intervention avant et on a Valérie qui lève la main aussi. Adama, Valérie, et puis ensuite on conclura, Isabelle, avec la lecture de votre communiqué de presse. Oui, Adama. C'est juste pour dire que on n'est pas des victimes. On va pas se laisser faire. Par contre, ça c'est une certitude. C'est que là, on est en train d'échafauder une plainte en citation directe ou avec constitution de partie civile contre M. Pichonnet, qui est la personne qu'on a contactée afin de déclarer cette manifestation. Car là, on parle de garde à vue, on parle qu'on s'est fait arrêter, mais tout a été fait dans les règles de l'art, respectant la pyramide des normes, respectant les dispositifs administratifs afin qu'on puisse gambader, marcher, créer notre droit à la liberté fondamentale de manifester. Et malheureusement, il y a un autoritarisme de la police, les hauts gradés, afin d'interdire cette marche. Et je tiens aussi à souligner, c'est que les policiers, surtout les gendarmes, ils ont été très corrects. Car il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ne faisons pas ce qu'on n'aime pas qu'on fasse avec nous, c'est-à-dire soit les gilets jaunes, soit les jeunes de banlieue. C'est qu'on a bien pu voir là vraiment la différence entre les donneurs d'ordre et ceux qui exécutent. Et c'était flagrant. Bien sûr. Et là, il y a voilà, et ça, je voulais vraiment le marteler, car à nous entendre parler de cette histoire, on a l'impression que tous les policiers, c'était des tortionnaires, des mauvais, des méchants, alors que non. Il y avait 4-5 brebis galeuses qui ont endoctriné tout un ensemble. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment prendre le temps du recul, identifier vraiment les pommes pourries et les sortir du lot. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et je tiens vraiment à remercier les Gilets jaunes de Saint-Brice, comme d'hab, toujours fidèles au poste, toujours à donner la parole à la majorité silencieuse du bas, et je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Merci à toi, Adama. Quand on peut lancer des explosions, on est là. Ça n'avait pas un bel Aïd. Qu'est-ce qui se passe? Il dormait. C'est la PlayStation. Valérie. Oui, je rejoins exactement ce qu'a dit Adama. Hein. Faut pas tout confondre dans les policiers et les gendarmes. Voilà, faut pas faire d'amalgame. Non, par contre, moi quand je suis monté donc avec le policier, Isabelle disait donc qu'il n'y avait pas de masque. Hein. Par contre, il y avait un commissaire qui vapotait dans son bureau. D'accord. J'ai fait la réflexion, je lui ai dit excusez-moi, vous vapotez, vous avez pas de masque, c'est pas interdit. Et là, je me suis fait reprendre que la loi c'est eux. Ah oui. Donc, ils sont là pour la faire respecter. Ils l'interprètent à leur façon. Ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est là où t'es curieux, quoi. Parce que moi, je suis arrêté pour rien. Par contre, vapoter, donc j'ai pas insisté. Parce qu'il y avait l'autre commissaire qui était dans le bureau, qui commençait à dire celui-là c'est un petit chaud, on va le calmer. Voilà, on va lui faire fermer son caquet. Voilà, c'était le petit mot de c'est très bien. Voilà, après, c'est évident, faut pas tout généraliser sur la police, c'est au-dessus en fait. On a Apolline qui nous écoute du Québec. Oui. Et qui nous demande qu'est-ce qui se passe en France. Il y a la guerre. Alors, Apolline qui nous dit quand même qu'il y a des gilets jaunes au Canada. Donc voilà, on n'est pas tout seul en France. Ouais, c'est bien. Et on a Max également qui ce soir nous écoute et dit il comprend rien. Je comprends pas trop cette émission ce soir, mais surtout il nous dit que ça lui fait peur ce qu'on dit. Max qui est un des gilets jaunes du rond-point de Saint-Brice et à qui on va donner toutes les informations peut-être pour mieux resituer qui vous étiez ce soir. En tout cas, merci à Stéphanie, merci à Valérie, bel Aïd, merci à Adama d'être venu faire un petit coucou ce soir et ô combien avec à chaque fois une grande qualité et de le cœur surtout. Et puis merci Frédéric. Isabelle, pour conclure, vous avez un communiqué à nous lire et ensuite on vous laissera retrouver une vie si c'est possible normale, en tout cas chez vous le mieux possible. Isabelle, on vous écoute.
Alors, c'est pas moi qui va lire le communiqué, c'est Fred qui va le lire parce que c'est elle qui l'a devant les yeux. Moi, je l'ai dans le téléphone et si je manipule, je vais bugger. Donc, moi, je vous remercie infiniment et je cautionne tout à fait ce que Adam a dit. Il faut pas mélanger tout le monde dans le même panier. Il y en a qui sont horrifiés de prendre les ordres qu'ils ont. Il y en a qui ont peur de perdre leur travail parce que c'est quand même un travail et qui ont été corrects avec nous. Les moins corrects ont été toujours le haut du panier. C'est toujours le haut du panier qui a posé un problème et non le bas du panier. Bon, à part 2-3 PlayStation, mais franchement, c'est le haut. Voilà. Donc Fred, à toi. Et bonne soirée à tous. Merci à tous en tout cas. Et pour conclure, votre communiqué de presse, Frédéric, on vous écoute. Voilà, donc je précise quand même que ce communiqué a été fait par le bloc complet. Chacun a amené ses idées, chacun a mis sa petite graine dans ce communiqué. Voilà. Donc la marche des oubliés lance un appel aux représentants élus du peuple de France. Cette France, nous l'avons traversée à pied durant plus de 700 km depuis Montpellier, avec pour destination Paris Assemblée nationale. Depuis le 19 mars 2021, nous avons marché de ville en village à la rencontre de cette France aux 1000 visages et territoires. Au fil de nos étapes, nous avons rencontré une France oubliée, constituée de citoyens et citoyennes faisant face à des failles profondes de représentation dont la voix et les griefs s'essoufflent, voire sont ignorés là-haut à Paris. Tout au long de notre route, nous avons marché et rassemblé des doléances pour les monter à Paris, là où elles devraient être entendues, écoutées et considérées depuis longtemps. Lors de notre arrivée pacifique le 1er mai à Paris, ultime étape, étayée d'un drapeau blanc, nous avons été nassés par la police et certains d'entre nous arrêtés et mis en garde à vue de façon autoritaire avec des sanctions disproportionnées, cela démontrant la dérive dictatoriale de notre gouvernement. Nous, marcheurs, citoyens et citoyennes, nous-mêmes oubliés par le système, représentons la diversité de cette France ignorée et méprisée. Des campagnes aux cités, de l'urbain au rural, de Paris au désert français, nous avons convergé et fait fi de nos propres divergences pour transmettre le message du peuple. Ce message, le voici. Il se constitue des revendications suivantes. Vie digne pour tous. Intégration du RIC en toute matière, référendum d'initiative citoyenne, dans une nouvelle constitution. Amnistie pour tous les condamnés à des peines d'amende ou de prison à compter du 17 novembre 2018, dans le cadre du mouvement Gilets jaunes. Justice fiscale et sociale. Effacement de la dette qui écrase le peuple. Nationalisation des banques et assurances. Services publics de qualité et garantie pour tous. Abrogation des textes liberticides et du 49.3. Suppression des avantages pour les représentants du peuple. Fin du protocole sanitaire pour tous et en particulier les enfants. Dissolution du Parlement. Proposition de destitution du président Emmanuel Macron par référendum. Mise en place d'une AG pour se réapproprier et réécrire la Constitution. Et enfin, prise en compte du vote blanc et de la proportionnelle. Le peuple s'est déplacé pour libérer le pays de cet état de torpeur profonde ou de révolte latente due aux mensonges des gouvernants. Même la Grande Muette, notre armée s'est éveillée, s'il n'en est que, l'heure n'est plus à tergiverser. Donc maintenant, c'est à vous, mesdames et messieurs les politiciens, de prendre nos revendications en considération et de les mener au bout. Une pensée aux marcheurs qui nous ont accompagnés pendant ce périple et aux 35 mairies pour l'accueil dans leur structure et aux habitants qui nous ont soutenus. Mais aucun remerciement aux mairies de Montigny, Le Bretonneux, Versailles et Paris. Voilà l'essentiel de notre communiqué de presse. Merci encore une fois à tous. Agnès, écoutez avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, je peux pas trop parler là. Je suis très émue. Ça m'a.
Je suis très, très émue parce que ce communiqué reflète vraiment la gravité dans lequel on est actuellement. Et excuse-moi, j'ai beaucoup de mal à parler. J'en ai la chair de poule et Je suis désolée. non, ça me touche énormément parce que c'est une lutte qu'on a depuis aussi 2 ans et demi avec les Gilets jaunes de Saint-Brice. Et de se sentir comme ça, de rencontrer des personnes qui ont autant de courage, de détermination et d'éveil. Moi, ça me perturbe beaucoup et je voulais vous remercier. Enfin, voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Et tant qu'on sera solidaires et j'espère qu'on arrivera à obtenir ce qu'on demande parce que l'heure est grave. Et on peut pas laisser cette France à nos enfants, à nos petits-enfants, comme ça, et on va vers quelque chose de monstrueux et qui fait très très peur. Et enfin bon, voilà, merci à vous. Et ce soir, vous nous avez apporté beaucoup, et moi aussi, je tiens à vous encourager et à vous remercier grandement. Encore une fois, on vous embrasse, même Frédéric, Isabelle, Adama, Belmondo, Mélaïde, Valérie et Stéphanie. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci, Au revoir. au revoir.